La saison 3 de la série The Witcher de Netflix ne rencontre pas un grand succès, c'est le moins que l'on puisse dire. Et pour le producteur, eh bien, le coupable est tout désigné. Il s'agit tout simplement des fans qui, entre autres, n'auraient pas tout compris. On voit ça ensemble. Et oui, une fois de plus, une production Netflix qui ne fonctionne pas du tonnerre, eh bien c'est de la faute des méchants fans, petit café les copains. Et je dis une fois de plus parce que souvenez-vous, on avait déjà eu le cas par le passé avec la série Resident Evil. Et l'acteur, c'était qui déjà? C'était Lance Reddick, si je dis pas de bêtises, hein, qui était venu justement dans les médias pour accuser les fans de ne pas avoir compris le délire. C'est pour ça que la série n'avait pas fonctionné. Et bien ici, belote et rebelote, sauf que ici, c'est un petit peu différent, puisque c'est le producteur qui vient attaquer les fans. Vous allez voir qu'il a quand même des arguments qui sont quand même assez croustillants. Ça va être très intéressant, justement, de voir tout ça. Et donc, on nous dit, The Witcher, la série ratée, le producteur accuse certains fans. La saison 3 de la série The Witcher n'a pas grandement convaincu, comme les précédentes, le producteur. C'est pourquoi. Et ça ne va pas plaire au public. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils se sont autorisés trop de liberté quant au matériel source de Sapkowski? Est-ce que c'est peut-être la médiocrité à la fin de la série, qui avait perdu peut-être en qualité, que sais-je, eh bien non. Non, rien de tout ça. C'est de ta faute, c'est de la faute des fans, qui, visiblement, n'aurait pas tout compris. Et donc on nous dit ici, nous y sommes, la saison 3 de la série The Witcher de Netflix vient tout juste de s'achever. Henry Cavill a donc fait ses adieux définitifs au programme, lui qui incarnait le sorceleur Geralt de Rive depuis le début. Je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, mais moi je considérais qu'il campait quand même vachement bien justement le rôle de Geralt de Rive, Henry Cavill, et sans doute le fait qu'il s'intéressait à la base, à l'œuvre de base de Sapkowski, au matériel source, eh bien tout cela sans doute n'y était pas pour rien dans sa qualité de jeu d'acteur pour ce fameux rôle. Si le départ de l'acteur à l'écran a suscité des réactions plutôt mitigées en raison de sa brutalité, l'ensemble de la saison 3 ne s'en sort pas beaucoup mieux. Moi c'est clair que dès le moment où j'ai su, et ça aussi j'avais dit dans les précédentes vidéos, mais que justement Henry Cavill allait être remplacé, peu importe d'ailleurs la qualité de l'acteur qui pourrait arriver derrière, pour moi c'était de toute façon terminé, il m'avait complètement perdu. Alors que les fans s'attendaient enfin à ce que la série se montre fidèle à l'œuvre d'Andrzej Sapkowski, elle s'est encore autorisée quelques libertés, alors que la qualité globale de la saison est aussi remise en question. Alors pour être tout à fait honnête, la saison 3 est sans doute celle dans laquelle ils ont essayé le plus de se rapprocher du matériel source de Sapkowski. Néanmoins, le fait qu'il s'était autorisé beaucoup trop de liberté dans la saison 1 et 2, les seuls fans quelque part qui restaient pour voir ce qui allait se passer dans la saison 3, attendaient cette fameuse saison 3 au tournant, et une fois de plus, même s'ils ont essayé de recoller au matériel source, ils se sont accordés certaines libertés. C'en est trop pour le producteur qui désigne les principaux responsables des critiques. C'en est trop aussi visiblement pour le grand public, qui déserte de plus en plus les séries, on l'avait vu dans la précédente vidéo sur ce même sujet. Alors face aux critiques subies par The Witcher, le producteur se lâche. Dans une interview accordée aux médias polonais Wyborcza, Tomek Baginski, coproducteur de la série The Witcher, avec Lauren S. Isrich, souvenez-vous, c'est la dame qui avait des problèmes, qui a rencontré des problèmes justement avec Henry Cavill, on l'avait vu dans les précédentes vidéos. Donc il répond aux critiques concernant le scénario du show, décrit comme trop simpliste, amputé de moments cultes et pas assez fidèle au roman selon une bonne partie du public. Donc on va faire une petite pause ici, on va aller voir, mais qui est donc ce fameux Tomek Baginski? Alors, ici ils nous le disent, donc c'est le coproducteur de la série The Witcher. Alors là, ici, il n'y a pas de souci, effectivement. Sur la page wiki de la série, on retrouve le fameux Tomek Baginski comme producteur exécutif de la série. On voit ici, donc, c'est le jeune homme qu'on voit ici, donc, en photo. Et ce n'est pas tout, c'est quelqu'un qui actuellement surfe sur des gros succès. C'est pour ça qu'il s'autorise comme ça à venir dans les médias et à cracher quelques petits mollards comme ça sur la tête des fans, puisqu'il est aussi à la réalisation dernièrement du film Les Chevaliers du Zodiaque, le commencement, The Beginning. Gros succès aussi. Eh bien, on le doit à ce monsieur. Visiblement, quelqu'un qui comprend bien. Il comprend bien son métier, il comprend bien ce que les fans attendent. Lui, il sait.
Toi, tu sais pas. Ouais, mais toi, tu sais pas. Pour ça, tu vas voir, ou tu vas pas voir d'ailleurs. Tu regardes plus, t'arrêtes de regarder, parce qu'à la base, tu ne sais pas. Alors que si tu savais comme lui, tu serais à fond, là. Ah, et tu serais scotché à ton écran, ou alors tiré dans les cinémas pour aller regarder comment c'était les Chevaliers du Zodiaque. Hein, il faut savoir, lui, il sait. Alors, selon lui, donc, les téléspectateurs n'ont pas toutes les cartes en main pour comprendre certains changements opérés par la production. Et alors là, ça commence dès le début. Accrochez-vous tout de même, parce que, à mon avis, on est quand même pas mal sur du foutage de gueule. Il nous dit donc, il explique qu'ils sont parfois le résultat d'un chaos. Les fameux changements opérés. Il prend pour exemple un acteur qui tombe malade. Ah ouais, si, il ose. Hein. Son intrigue doit alors être réécrite en quelques heures pour que le tournage puisse continuer le lendemain, car ce n'est pas une partie de l'intrigue pour laquelle toute la production doit s'arrêter. Donc j'ai plusieurs hypothèses à ça, c'est-à-dire que ou il se fout complètement de notre tronche, tout simplement, il nous prend pour des cons. C'est, à mon avis, c'est l'hypothèse la plus crédible. Une autre hypothèse, c'est... Alors, quand je dis « nous prend pour des cons », pourquoi ? Parce que, tout simplement, les péripéties, les pépins qui peuvent advenir durant un tournage, ça existe depuis les tout premiers tournages qui ont existé. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait, justement, des études dans le cinéma, dans le 7e art, pour le savoir. Le grand public est bien au courant que, parfois, il peut y avoir, justement, des acteurs qui sont malades, un décor qui pète, un acteur qui vient complètement péter aussi sur un tournage. Tout ça, ça fait partie, évidemment, de la vie des tournages. Donc, quand il vient et qu'il nous sort la carte de « ouais, mais en fait, on a tout changé parce qu'il y avait des gens qui étaient malades », voilà, je me dis, il se fout quand même, à mon avis, il se fout quand même de notre gueule, il nous prend quand même pour des cons. Sans ça, si c'est pas ça, il y a une autre hypothèse, ce serait qu'il a été parachuté dans ce métier sans rien connaître à la base, et le mec, il découvre. Ah, mais c'est possible aussi, j'en sais rien. Moi, à mon avis, je pense plutôt qu'il nous prend pour des cons. Je penche plutôt pour cette hypothèse. Alors, il nous dit aussi, il y a beaucoup de raisons qui justifient des décisions controversées, mais le téléspectateur n'a pas le contexte. Ça fait mal quand c'est lié à quelque chose qui était meilleur dans le livre. Mais on s'en fout du contexte, en fait. Tu vas pas dans un cinéma... Alors imagine, toi, tu vas voir un film et on te dit... alors, t'es là, t'attends que le film commence, alors ça commence. Tout d'un coup, non, ça commence pas tout de suite, pourquoi ? D'abord, vous avez le petit bouquin que vous devez lire. Ah ouais, mais c'est un bouquin qui vous remet tout le contexte du tournage. Ouais, mais sans ça, vous comprendrez pas. Vous serez capable de dire à la fin que c'est de la merde ou de sortir au bout de 30 minutes de film. Et c'est dommage, c'est pour ça que maintenant, on donne forcément à chaque fois le contexte de chaque tournage aux téléspectateurs, aux spectateurs tout simplement, avant chaque diffusion de film. On s'en fout du contexte. C'est ridicule de dire ça, on s'en fout. Le contexte, il est intéressant lorsqu'une série, lorsqu'un produit, lorsqu'une production a fini par vraiment fonctionner justement du tonnerre, et qu'il y a eu une base de fans qui s'est solidifiée autour de cette même production. Je prends par exemple l'exemple de Retour vers le futur. Retour vers le futur, dès le début déjà, en fait, les films ont eu dès le début une grande base de fans qui s'est solidifiée autour de la licence, puis après il y a eu le 2, il y a eu le 3, donc il y a le 1, 2, 3, et au bout du compte, effectivement, les fans ont voulu en savoir beaucoup plus sur le tournage, le contexte, etc. Mais c'est normal, parce qu'en fait, il y a il y a un amour, tout simplement, qui se forme autour d'une certaine licence quand ça parle au grand public, quand ça finit par réussir à attraper son petit cœur de téléspectateurs ou de spectateurs, et donc là, effectivement, le contexte devient intéressant. Mais ici, venir dire « ouais, mais les gens, ils ont regardé la série sans avoir le contexte, ils savent pas tout », pour ça, je dis oui, il nous prend pour des cons, ou c'est lui. Ou c'est lui, je sais plus. Je sais pas. Tomek Baginski va encore plus loin dans ses propos en expliquant que proposer une histoire simplifiée est nécessaire. The Sugar and the Cake. Pour qu'elle soit comprise par le public américain. Ils vont être contents, les Américains. Beaucoup de fans sont américains. Donc ces simplifications ne sont pas seulement logiques, elles sont nécessaires. Ils apprécieront, nous dit-il. Non. C'est-à-dire que justement, en fait, ça fonctionne pas. À un moment donné, remettons en question. C'est-à-dire que t'as déjà eu le coup avec les Chevaliers du Zodiaque dernièrement. T'as le coup encore une fois avec ta série The Witcher, ça fonctionne pas. Il faut prendre les gens pour des cons, les Américains particulièrement. Alors déjà c'est bien parce que c'est intéressant, quand je vous dis à chaque fois dans les vidéos que ce qui les intéresse le plus, normalement la plupart des gens sont au courant de cela, mais bon, c'est les segments du marché américain, c'est ce qui les intéresse en général le plus.
parfois il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent oui mais ce film-là, tu dis que c'est un flop, mais en fait il est numéro 1 en France. Ouais mais c'est un petit peu comme si que tu sortais un film en fait dans toute la France et que ton film en fait il était numéro 1 qu'à Brest-les-Pins. Dans un cinéma ambulant comme ça qui passerait dans le village. Tu vois, et tout le reste de la France, en fait, il ferait aucune entrée. Ça n'a aucun intérêt. À la fin, effectivement, ce serait un flop. Et celui qui abrite les pins, il dira « Ah ouais, mais regarde, moi, le film, il est numéro 1, je comprends pas. Tu dis que c'est un flop, mais c'est... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas parce qu'il est numéro 1 en France, un film ou une production sera numéro 1 en France, que forcément ça fait de ce film ou de cette production un grand succès. Ce qui les intéresse le plus à la base, c'est évidemment le marché américain. Et maintenant, ils sont en train justement de se tourner davantage sur le marché chinois, asiatique aussi, qui là aussi pourrait être une sacrée poule aux œufs d'or pour eux. Mais donc, ici justement pour expliquer un petit peu tout le délire. Mais quand il dit ça, justement, donc, c'était nécessaire, visiblement non. Et il serait peut-être temps, justement, de se remettre en question. Il s'agirait d'abord d'arrêter de prendre tout le reste du monde pour des cons, parce que quand tu fais quelque chose comme ça, que tu dis que c'est pour les Américains que tu le fais, ça veut dire que tous les autres, en fait, tu leur marches dessus, tu les piétines, tout simplement. Tous les Européens, les Français, les Polonais, etc., les Occidentaux, plus globalement, et même après, sur le continent asiatique, là aussi, c'est-à-dire que tu te désintéresses complètement de eux et tu te fous de leur gueule. Du coup, on n'a pas vraiment un lien de sympathie qui est en train de se créer réellement avec ce fameux personnage-ci. Mais au-delà de ça, il semblerait que même pour les Américains que tu prends pour des cons, ce soit faux. En fait, t'as faux sur toute la ligne. C'est quand même assez dingue. Donc la faute aussi à TikTok. Non, mais il est plein de surprises. Dans cette interview, les réseaux sociaux en prennent aussi pour leur grade. Le producteur de The Witcher explique que le jeune public n'est pas en capacité de comprendre un scénario complexe et de se concentrer trop longtemps à cause de TikTok. Cher enfant, ce que vous vous infligez vous rend moins résistant au contenu plus long, aux longues chaînes de causes et de conséquences. Déjà, c'est pas parce que tu peux constater, en effet, qu'il y aurait un espèce de niveau qui se serait rabaissé ces dernières années avec les nouvelles générations, que tu dois en plus, toi, quand tu fais une production, tirer ce niveau vers le bas. Eh oui, au contraire, peut-être que tu pourrais justement essayer d'élever un petit peu les débats et de rétablir l'équilibre dans la force, tout simplement. Donc c'est assez con ce qu'il dit ici, et en plus, je suis pas vraiment convaincu de ce qu'il dit. Je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, se mettre dans cette optique-ci pour réaliser une production, c'est à mon avis déjà une erreur. C'est-à-dire que commencer à cibler, à se dire tel public il va regarder autant de temps, tel machin il est trop con pour comprendre, machin. Déjà t'es en train de te perdre dans quelque chose que tu vas pas maîtriser parce que le public il est trop varié en réalité selon les tranches d'âge pour plaire vraiment à tout le monde. Contente-toi de faire quelque chose de bien, essaie de le faire le mieux possible. Quand tu essaies de coller à une œuvre, eh bien essaie d'y coller le plus possible et de rendre tout le sujet crédible. Et de garder surtout tes acteurs qui sont les meilleurs dans la série, ici Henry Cavill qui a été perdu. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, l'argument le plus, à mon avis, qui est le plus pertinent, c'est de dire que même si tu peux constater un niveau qui se serait affaissé ces dernières années dans la jeune génération, c'est pas pour ça que tu dois les tirer spécifiquement vers le bas. Et les réseaux sociaux ne sont pas représentatifs de tous les jeunes, non plus. C'est juste une petite partie, mais il y a beaucoup de jeunes qui aiment regarder des films qui sont quand même assez intelligents, assez profonds et même assez longs. Ah ouais, c'est étonnant, mais ça arrive. Tomek Baginski tente d'expliquer les vives critiques à l'encontre de la série The Witcher de Netflix d'une manière plutôt étrange avant le lancement de la saison 3. Les femmes s'attendaient les fans, pas les femmes, mais les femmes aussi peut-être, s'attendaient logiquement comme les promesses des producteurs de Netflix le laissaient entendre à une saison bien plus fidèle au roman. Finalement, elles n'ont pas été tenues, notamment à cause de changements importants concernant l'histoire de Yennefer et le conclave. La déception du public ne devrait pas s'atténuer avec ces déclarations. Espérons que la saison 4 de avec Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Rive répondent enfin aux attentes des fans. Le tournage ne devrait pas débuter avant le début d'année 2024. Alors là aussi, je peux essayer de vous filer une petite information là-dessus, c'est-à-dire concernant justement cette fameuse saison 4, elle est tout à fait incertaine en réalité. Actuellement, il y a des bruits comme ça qui sont en train de courir. J'attends de voir un petit peu si ça se confirme, mais en tous les cas, c'est de l'ordre de la rumeur, mais je vous le file quand même au cas où, on sait jamais. Il y a des bruits qui commencent à courir parce
parce que justement la grève des scénaristes et des acteurs n'arrange pas le délire actuellement, et ça commence à coûter très cher en fait à Netflix, et le fait que la saison 3 ait rencontré si peu de succès, c'est un désastre complet en tous les cas pour cette production du côté de Netflix, et chez Netflix ils sont en train de discuter sur la pertinence de continuer en réalité. Et la saison 3 pourrait être la dernière au final. C'est une hypothèse. Ou alors ils iraient jusqu'à la saison 4, mais avec l'idée de clôturer vraiment la saison 4. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils en sont là. Mais réellement c'est des discussions, les bruits de couloir qu'on peut lire ici et là sur certains articles, de certaines presses qui, en règle générale, sont quand même assez bien informées, sans quoi je vous aurais pas donné comme ça la rumeur. Mais en tous les cas, Netflix sera en train de s'interroger s'il serait pertinent tout simplement de tourner cette fameuse saison 4 au vu de ce qui s'est passé avec la saison 3. Ce qui peut expliquer justement aussi la colère ici du producteur. Bien que on comprend en tous les cas dans les arguments qu'il donne que il a franchement un gros problème avec la compréhension en règle générale, sans doute, on peut le dire, du grand public et des consommateurs, puisqu'il s'est aussi planté avec les Chevaliers du Zodiac The Beginning. Il a une façon de concevoir les choses quand même assez étrange, puisqu'en fait, il ne voit les choses que par le prisme de la médiocrité. C'est bizarre, quand même, ces arguments. Alors, au-delà du fait qu'il se plaigne des acteurs malades, ça, je passe là-dessus, parce que c'est même pas la peine d'argumenter. Mais derrière, en fait, il ne parle que de gens qui seraient stupides, ou d'une jeunesse qui serait, aussi pareil, qui serait assez con, en fait, hein, qui serait incapable de regarder des choses d'une durée trop longue, ou d'une durée assez longue, ou qui serait assez profonde, etc. Donc, en fait, c'est marrant, parce que il avance en fait dans la réalisation d'un produit en regardant, en voulant servir ce produit sous le prisme de la stupidité des gens, pour correspondre à leur stupidité. Quand même assez extraordinaire quand même cette façon de voir les choses. Je trouve que ces critiques sont assez stupides en réalité. Je pense que la vraie personne qui ici est stupide en tous les cas, à mon sens, hein, c'est mon avis personnel, c'est lui. Tout simplement. Il n'y a aucune raison pour que tu veuilles tirer par le bas, justement, la jeunesse actuelle. Si tu as des reproches à leur faire, c'est justement l'occasion d'essayer de rétablir l'équilibre dans la force, comme je l'ai dit, ça c'est la première chose. Et puis après, non, les acteurs malades, tout ça, en fait, ça n'explique pas les libertés que tu as prises, justement, dans cette fameuse œuvre de Sapkowski. Le gros reproche des fans vient de là, hein, des libertés qui ont été prises, justement. Après, la médiocrité, plutôt on pourrait dire, la qualité des séries qui n'ont pas été en s'améliorant, mais en diminuant, et puis aussi la perte de l'acteur principal, Henry Cavill, qui à mon avis était sans doute le dernier coup de couteau que tu pouvais mettre dans cette fameuse série. Donc je trouve que ces critiques à lui sont tout à fait ridicules. Le fait de venir comme ça insulter quelque part, hein, c'est même pas quelque part, c'est même complètement d'ailleurs les Américains, mais plus globalement en fait, hein, le grand public, puisque quand t'insultes les Américains, t'insultes aussi les autres, hein, puisque forcément, si tu dis que tu sers un produit qui sera audible pour les gens qui seraient, selon toi, stupide, forcément, ça veut dire que tu t'intéresses pas au reste du monde. T'en as rien à foutre, en fait. C'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin de se déplacer pour aller voir tes produits, on sait maintenant ce que tu penses de eux, quoi. Quelque part, tu t'en fous. Donc il y a vraiment beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de mépris dans sa façon de concevoir les choses et dans sa façon de parler, dans les critiques qu'il émet ici. Je pense qu'il aurait sans doute gagné à se taire. En tous les cas, moi de mon côté, si j'aurais pu avoir une certaine sympathie pour lui, je le connaissais pas à la base, je peux dire maintenant, en tous les cas, c'est certain que je n'ai aucune sympathie pour ce personnage et je le trouve assez méprisable, finalement. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté absurde de la force. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. On va voir quand même... Concernant, je rigole parce que je suis en train de me dire que avec toutes les sorties qu'il est en train de faire, le mec là, si vraiment Netflix va au bout de ce qui est en train de bruisser dans les couloirs, qu'ils arrêtent au bout de cette saison 3, ce qui est possible en fait, ce qui expliquerait peut-être son agacement, je pense que lui, franchement, il aura accumulé quand même des échecs assez hallucinants, parce que en ayant The Witcher dans les mains d'un côté et de l'autre côté les Chevaliers du Zodiac, et arriver à faire ça à chaque fois, ce résultat-ci, c'est quand même assez hallucinant. Bref, et que la force soit avec vous.